Mais pour l'instant, on va partir se balader avec notre Jean-Seb qui lui est déjà parti en balade du coup. Où est-ce qu'il se trouve? Très très loin. Ah, il est pas loin. Partir sur la plage peut-être, je sais pas. En On attendant, va monter du côté des Côtes d'Armor, non? Comme nous découvrons cette semaine la côte bretonne, on va commencer par un des endroits les plus impressionnants qui soit sur une côte magnifique, c'est la côte d'Émeraude. On va aller découvrir un à-pic de 72 mètres sur lequel s'écrase la mer. C'est absolument sublime, ça s'appelle évidemment le Cap Fréhel. C'est un désordre de schiste, de grès, de porphyre absolument unique. Un spectacle grandiose avec en cerise sur le gâteau le Fort Lalatte, juste de l'autre côté de la baie. Ça donne de belles images dans un reportage. Entre Cancale et le Cap Fréhel, 30 km de falaises rocheuses que l'on appelle la côte d'Émeraude. Un littoral protégé par le Fort Lalatte, une construction datant du XIVe siècle dont la propriétaire est Isabelle. C'est par passion qu'elle œuvre à la conservation de ce patrimoine familial dont le joyau se trouve au sommet du donjon. Nous rentrons dans la salle des gardes, qui est indéniablement la plus belle pièce du donjon, avec sa voûte ogivale qui est absolument magnifique. Si l'entretien du Fort Lalatte est un sacerdoce pour Isabelle, l'ouvrage lui procure aussi d'intenses moments de bonheur. D'ici, le point de vue est unique. Hier soir, il y avait un coucher de soleil dans les orangers. On aurait dit que tout le ciel s'était embrasé. C'était une splendeur. Ça ne coûte rien, il suffit de le regarder, c'est beau. Et du sommet du donjon, en ce jour clair, on distinguerait presque Aurélien sur le sentier des douaniers. 4 à 5 km longent les falaises qui séparent le Fort Lalatte du Cap Fréhel. C'est rigolo, on quitte le Fort Lalatte qui est perdu sur son petit rocher, puis on avance tranquillement vers le Cap Fréhel et on verra rien d'humain sur toute la route. Ça fait 5 km et il n'y a strictement aucune accroche visuelle qui rappelle les êtres humains à part ces deux points, ces deux phares sur ces deux pointes. Entre le fort et le phare, la végétation luxuriante laisse place à la lande. En quelques mètres, le paysage change radicalement. Ici, on est sur une roche magmatique relativement riche qui va permettre aux arbres de s'enraciner et de pouvoir se développer. Alors que derrière, dans la lande, on est sur un grès très très pauvre, uniquement de la silice, et un enracinement extrêmement difficile pour les arbres. Tombé amoureux de la côte d'Émeraude voilà 12 ans, il ne se lasse pas du spectacle qu'offre la Manche. En revenant toutes les heures au même endroit pour regarder la mer, on va avoir toutes les heures des couleurs différentes sur la mer. Un jour vert, un jour turquoise, on va voir les nuages se déplacer à la surface de l'eau, et puis on va réussir aussi à voir les fonds. Et comme on a des marnages qui sont très importants ici, toutes les heures la mer aura une hauteur différente, et ça va encore renforcer cette variation de couleurs. Et ça, c'est magique. Une magie entre turquoise et émeraude pour la plus belle des cartes postales du nord de la Bretagne. Carte postale absolument magnifique comme celle qui est derrière moi ici à Quiberon. Le Cap Fréhel, c'est 6 km de côte absolument sublime. C'est une réserve d'oiseaux. C'est un des sites les plus puissants qui soit, où il y a une vraie force tellurique impressionnante ici en Bretagne. Et puis il y a ce Fort Lalatte qui a été construit en 1379, qui est devenu également un lieu de tournage. Le premier, c'était avec Kirk Douglas et Tony Curtis. Ça s'appelait Les Vikings. Et c'était dans les années 50. Et ça nous a tous fait rêver. Ah, tu as raison, ça faisait rêver des Vikings. Oui, Nathalie? Non, je disais que cette balade, je la connais très bien parce que j'ai grandi dans les Côtes d'Armor, entre le Cap Fréhel et le Fort Lalatte. Il faut la faire. Et tu as raison, Jean-Sébastien, moi j'y allais avec mes jumelles. Parce qu'il y a une réserve ornithologique qui est juste incroyable. Il y a plein d'oiseaux, absolument. Ouais, c'est une belle balade et je crois que j'ai envie de dire à Thomas Coville, lorsqu'on est connu pour ses transatlantiques, pour ses tours du monde, c'est-à-dire des courses au large, ça n'empêche pas de connaître les côtes bretonnes, j'imagine, quand on est breton. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un endroit de mon enfance. C'est peut-être là qu'est née pour moi la vocation, parce que je venais avec mes parents voir le départ de la route du Rhum et on s'installait au Cap Fréhel, qui est un véritable amphithéâtre de la mer. Le vrai fort, le plus ancien, qui est tout devant,
Sur la Tout à fait. ouais. Ouais, on allait tout au bout. On s'installait là 6-8 heures avant donc on attendait sous la pluie, dans le vent, et on voyait les bateaux passer. Et j'avoue que j'ai rêvé là. C'était vraiment. C'est un moment Et tu t'es inoubliable. dit, d'enfance. j'en ai assez d'être tanké là sur la côte, j'ai envie de partir avec eux, quoi. J'ai toujours préféré être acteur que spectateur, ça c'est sûr. Ah, voilà, là je pense que tu as réussi ta vie. Alors Thomas, de ce point de vue-là, on peut le dire. Est-ce que pour autant, il y a une école, enfin, quel est le cursus entre le gamin qui est assis sur le bord de l'eau à regarder les grands bateaux partir et le moment où tu le deviens toi-même navigateur? Comment est-ce qu'on devient navigateur? Je crois que c'est avant tout une profession, ou en tous les cas une activité plus qu'un sport même, qui d'abord naît de l'imagination, naît d'une passion et d'une relation finalement physique, mais aussi vraiment presque, j'allais dire, spirituelle avec la nature et avec ce qu'on ressent quand on la regarde. Et moi, c'est né de ce que je regardais, les nuages. On te voit sur ton navire, là, sur Sodebo, là, regarde les images. Oui, je veux pas t'interrompre, mais c'était pour juste le signaler. On dit que tu es aussi ingénieur et que en fait, ton objectif, c'est de faire voler les bateaux. C'est ce que tu fais un peu ici sur la mer. Mais en fait, on a la chance d'être à une époque où on est en train de faire évoluer les bateaux grâce à la technique, et la technique nous aide à être meilleurs aujourd'hui. Et on est à cette époque des années 50 de l'aéronautique, où on commence à s'extraire de l'archimédien et à commencer à voler. Et c'est absolument génial. C'est fabuleux. Alors, faut tout réapprendre, parce que barrer n'est plus du tout la même chose. On est presque en train de piloter, donc il faut accepter que le bateau de temps en temps vous échappe, et d'être dans le lâcher prise quand vous êtes à 40 nœuds sur un engin là, comme mon trimaran là, c'est effectivement mentalement là aussi un autre exercice. Elles sont incroyables, hein, ces images. Oui, d'ailleurs, on recevra cette semaine Franck Camas avec son beau navire Groupama. Et est-ce que, quand on est forgé par la haute mer, est-ce qu'on peut dire qu'en définitive, les adversaires, ça n'existe plus, c'est presque des compagnons, hein, les adversaires de course? Pour le coup, c'est peut-être un des seuls sports, ou un des derniers sports, où votre pire ennemi vous sauvera peut-être un jour la vie. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est On qu'en l'a vu. mer, ça fait partie des gens qui peuvent venir à votre secours. Et alors, on a été concurrents pendant longtemps, mais on a fait 2 tours du monde avec Franck, et on en a gagné 2, la Volvo Ocean Race ensemble, et puis le Jules Verne. Et ça a été une expérience ensemble inoubliable. On a ça entre nous, et quoi qu'il arrive maintenant, qu'on soit adversaire ou pas, on a partagé ça ensemble. Et c'est ici que tu t'entraînes, Thomas. C'est ici qu'on là, s'entraîne. au large, entre ici et Belle-Île, quoi. Tu passes parfois devant. Là, c'est notre terrain de jeu. Là, vous êtes, on a vu sur notre jardin ou notre terrain de jeu. C'est la fenêtre. Merci Thomas Coville, mesdames et messieurs. Voilà, qui nous donne envie, nous aussi, de partir.